aucun album n'avait jamais aussi bien porté son nom. D'abord envisagé comme un best-of mais évoluant pour devenir un des plus grands albums de la musique et de la carrière de Michael Jackson. Un album qui s'avéra dangereux par la prise de risque de s'assumer pour la première fois sans Quincy Jones, dangereux pour avoir également fragilisé les relations avec sa famille, mais surtout dangereux pour aborder une image plus provocatrice et pour se lancer dans cette nouvelle décennie des années 90. Cet album représentait également un danger car Michael Jackson devait rester à la hauteur de tout ce qu'il avait offert à la musique dans les années 80, car chaque sortie d'album devait toujours faire mieux que l'opus précédent. Et autant vous dire que se renouveler quand on a déjà réussi à frôler la perfection, c'est extrêmement compliqué. Here he is again. Mais c'est un défi qui ne fait pas peur à Michael Jackson. Vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler de l'album Dangerous. Michael Jackson, Dangerous. Et revenir sur la genèse de ce projet, assez singulier. Ça y est, je l'ai fait. C'est typiquement ce que Michael Jackson aurait dû se dire à la fin de Bad. Il est devenu une icône, il a battu des records fous, s'auto-proclamant aujourd'hui le King of Pop, terme que tout le monde continuera à utiliser encore aujourd'hui. Mais surtout, Michael Jackson cherche à prendre sa revanche sur l'enfance qu'il n'a jamais eue. Il fait l'acquisition d'une propriété qu'il avait déjà repérée sur le tournage du clip Say 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 et qu'il baptisera Neverland pour confectionner son royaume, mais surtout un endroit où il peut vivre tout ce qu'il n'a jamais vécu pendant son enfance. Michael ne s'est jamais senti aussi libre qu'à cette période, mais cette sensation de liberté se révélera malheureusement à double tranchant. Jamais trop loin des studios d'enregistrement, Michael Jackson ne se projette pas vraiment encore sur l'avenir de sa carrière. Car même si l'appel de la musique reste important, il sent qu'il a besoin de faire le bilan de ces 10 dernières années. Car il faut le dire, la décennie des années 80 sera vraiment sa décennie. Et Michael voudrait pouvoir célébrer cela en proposant un best-of de cette trilogie musicale qu'aura été Off the Wall, Thriller et Bad. Michael se penchera donc sur ce projet qu'il appellera Decade et il élabore une tracklist comportant 2 CD avec ses plus gros tubes et quelques morceaux des Jackson. Et la surprise, on constate également la présence de I'll Be There et Never Can Say Goodbye en version adulte. Une manière en plus de fêter cette dernière décennie de rendre hommage à ce qu'a été les Jackson 5. Mais cette tracklist révèle également d'autres surprises. La présence du titre Come Together qui avait déjà été édité en 1988 dans le film Moonwalker, mais pas encore sur un pressage audio. Et on constate la présence de 3 titres inédits. Black or White, Who Is It et Heal the World. Oui, je connais cette théorie. Michael Jackson repart en studio et commence à travailler sur de nouveaux morceaux. Ce sera une longue période d'enregistrement qui donnera bon nombre de nouveaux morceaux. Suffisamment de nouveaux morceaux pour ne plus s'orienter forcément vers un best-of avec quelques inédits, mais carrément pouvoir proposer un nouvel album. C'est pourquoi le projet Decade sera totalement abandonné. That's too bad, isn't it? Et Michael Jackson s'orientera plutôt vers la construction de son 4e album solo chez CBS, devenu Sony Music ayant été racheté par le géant japonais. Cependant, un élément de Decade sera conservé pour ce nouvel album. Mais ça, je vous en parle juste après. Michael en a terminé de sa collaboration avec Quincy Jones et va chercher à s'entourer de nouveaux producteurs. Il commence à travailler des morceaux avec le producteur Brian Lawrence, avec qui il avait déjà travaillé sur le titre 2300 Jackson Street, présent sur le dernier album de Jackson, sur lequel Michael ne participera pas, hormis la chanson éponyme. Il travaillera avec le producteur sur plusieurs morceaux qui seront d'ailleurs tous mis à l'écart pour le projet final. 2 chansons du travail avec Brian Lawrence verront le jour, un premier titre nommé Satisfy You qui sera présent sur l'album de Brian Lawrence où Michael interprète les chœurs de la chanson. Et le titre que Michael offrira au duo de magiciens Siegfried and Roy, la chanson Mind is the Magic, qu'ils utiliseront pour leur spectacle à Las Vegas et qui sera édité sur l'album du duo. Brian Lawrence souffrira beaucoup de cette mise à l'écart de ses morceaux et gardera une certaine rancœur vis-à-vis de Michael Jackson. What does he whisper?
Car le seul titre finalement qui verra le jour sur un opus de Michael Jackson, c'est le titre Superfly Sister sur l'album Blood on the Dance Floor sorti en 1997. Mais si vous voulez plus de précisions sur l'album Blood on the Dance Floor, la vidéo dédiée est disponible juste ici. Encore à la recherche de l'identité musicale de son album, c'est indirectement à travers ses frères et Janet que Michael s'offre une espèce de casting sauvage. À défaut d'accompagner Marlon, Randy ou Jackie sur leurs projets solo, j'ai toujours considéré que Michael se servait des collaborations de ses frères pour pouvoir trouver des pépites à amener avec lui pour son 4e opus solo chez CBS. Il avait déjà trouvé une inspiration au travers de l'album de Janet Jackson, Rhythm Nation, et voulait s'inspirer principalement du fait que l'album Rhythm Nation se positionnait sur une espèce de trame narrative par rapport à l'ordre de ses chansons. Une sorte d'échange d'inspiration étant donné que Janet Jackson s'était déjà inspirée de Captain EO pour construire la chorégraphie de son short film. Et de son côté, Michael aimait le fait que cet album raconte une histoire complète et cousue au travers des chansons présentées. Seulement dans la famille, un des membres ne voit pas d'un bon œil la façon dont se comporte Michael Jackson. En effet, Jermaine, qui travaillait lui-même sur son opus solo, avait fait appel aux 2 producteurs L.A. Reid et Babyface, avec lesquels il avait déjà collaboré sur l'album 2300 Jackson Street. Mais Michael faisait également de l'œil à ces 2 producteurs et voulait pouvoir travailler avec eux. Michael Jackson fit une proposition aux 2 producteurs, mais ils devaient pouvoir se libérer de leur engagement avec Jermaine Jackson. Du coup, les 2 producteurs se trouvaient dans une situation délicate, voulant d'un côté respecter leurs engagements pris avec Jermaine Jackson, mais ne voulaient pas non plus laisser l'opportunité de travailler avec Michael. La relation entre Michael et Jermaine avait déjà été fragilisée pendant le Victory Tour, mais cette fois-ci, c'en était trop, et Jermaine commettra malheureusement l'irréparable pour aller toucher son frère. Mais ça, je vous en parle un peu après. Oh non, putain, mais... Comme vous pouvez le constater, Michael s'isole de plus en plus. Il se sépare de bon nombre de collaborateurs et veut vivre littéralement dans son havre de paix. Il est toujours à la recherche de nouveaux sons pour son nouvel album et il pense à un jeune producteur sur lequel il avait déjà eu des vues avec Quincy Jones. Le producteur en question avait également fait partie de l'équipe de 2300 Jackson Street, mais se fera surtout connaître pour avoir inventé un nouveau style musical, le New Jack Swing. Il s'agit du producteur Teddy Riley. Et malgré la pléiade de producteurs que nous avons évoqués qui travailleront sur l'album, Teddy Riley se démarquera littéralement des autres et deviendra le producteur emblématique de cet album. Michael Jackson fera également revenir Bill Bottrell avec lequel il avait déjà collaboré sur Victory et sur Bad. Et bien évidemment, il garde auprès de lui son ingénieur du son emblématique Bruce Sweden, qui sera d'ailleurs crédité comme producteur sur 4 morceaux de l'album. Maintenant que l'équipe est au complet et que les morceaux commencent à être travaillés, il faut évidemment trouver un titre à cet opus. Et Michael, voulant se donner une image plus dure et plus provocante, voulant s'émanciper totalement de l'industrie musicale, considérant qu'il n'avait plus rien à prouver mais juste à livrer de la musique pour son public, il intitule son opus Dangerous. Et pour marquer le coup, il fallait évidemment que la pochette de l'album soit à la hauteur de la promesse que Michael voulait faire. Il fera appel au peintre Mark Ryden qui signera cette pochette emblématique, retravaillant directement sur l'origine de ce que devait être la pochette du projet Decade, en prenant pour base le haut du visage de Michael qu'il cherche à suggérer dans son œuvre, en approfondissant son regard et en le mettant au centre d'une fresque qui mêle l'entrée d'un monde fantastique, dérangeant mais surtout fascinant. Il aura fallu plus de 6 mois à Mark Ryden pour élaborer cette pochette d'album. Une grande partie de la vie de Michael Jackson est reflétée dans la peinture, à la fois dans l'imagerie et dans le symbolisme. Michael était particulièrement intéressé au travail de Mark Ryden car il était fasciné par les affiches de cirque que l'artiste avait déjà proposées. Il considérait qu'il avait la mentalité nécessaire pour interpréter les images que voulait Michael. Et Ryden se souvient encore, Michael m'a demandé des choses très spécifiques et j'ai créé mes propres analogies pour donner corps à ces symboles. Il m'a dit que le dessin devait être mystérieux pour que les gens l'interprètent à leur manière. J'avais déjà travaillé avec la directrice artistique Nancy Donald de Sony Music sur de nombreux autres projets. Et lorsqu'ils ont commandé le projet Michael Jackson, elle a pensé à moi. Ils ont montré à Michael un dossier contenant mes travaux et il les a beaucoup aimés. Je l'ai ensuite rencontré dans son studio où j'ai pu entendre quelques-unes de ses nouvelles musiques et nous avons discuté de l'idée. Ensuite, j'ai eu environ 1 semaine pour trouver des idées. J'ai fait 5 dessins au crayon très élaborés et je les ai montrés à Michael. Un seul a finalement été choisi par tout le monde, y compris Michael, et c'est celui-là que j'ai peint.
Je me souviens que la vidéo de Leave Me Alone m'a rendu fou la première fois que je l'ai vue. Elle m'a beaucoup inspiré. C'est l'imagerie, le design et les objets étaient tout simplement géniaux. Il existe de nombreuses similitudes visuelles entre la vidéo de Leave Me Alone et la pochette de Dangerous. Je n'ai jamais passé autant de temps à réaliser une pochette. Le principal problème est que si vous ne pouvez pas tout adapter au petit format du CD, l'effort n'en vaut pas la peine. J'en étais conscient lorsque j'ai réalisé la pochette de Michael, mais cela ne m'a pas arrêté. Au moment où l'artiste peignait la pochette, l'album n'était pas encore terminé. Il avait pour seule base de travail le titre de l'album et avait pu puiser son inspiration sur les musiques qu'il avait déjà écoutées. Il y aurait tellement à dire sur cette pochette d'album qu'il faudrait lui faire une vidéo totalement dédiée. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires si vous voulez que je le fasse. Maybe. How about that? Maybe. Il est temps maintenant d'aller faire un petit tour au travers de la tracklist de cet album et de parler de son contenu en revenant sur les musiques les plus emblématiques. Et je vous propose d'aller explorer celle qui ouvrira le bal, Jam. Le morceau sera proposé par Ronnie Moore sur les encouragements de Bruce Whedon, qui était persuadé que cette composition allait plaire à Michael. Et Michael s'empare de cette composition pour poser un message pertinent et frappant sur le fait de rassembler le monde. Michael illustrera très bien cette notion de rassemblement qu'il évoque dans sa chanson en se mettant en scène avec le sportif phare du moment, Michael Jordan. Mais à la limite, si vous voulez plus de précisions sur le clip vidéo de Jam, je vous laisse vous diriger vers sa vidéo dédiée juste ici. Pour l'instrumental, Teddy Riley impose sa part New Jack Swing et montre à l'ouverture de l'album qu'il est le choix logique. Mais là où Teddy Riley va se caractériser par rapport à ses compositions, c'est bien sûr un des meilleurs titres de l'album, Remember the Time. Il s'agira de la 5e chanson que Riley proposera à Michael. Il commencera à jouer le morceau et Michael lui demandera d'arrêter pour le prendre à part. Riley était intimement persuadé que Michael allait le réprimander, mais il lui demanda de jouer le morceau au piano et lui dit que ce morceau devait devenir une chanson d'amour et qu'elle serait le 2e single de l'album. Michael dédicacera d'ailleurs cette chanson à Diana Ross, message qu'il éditera sur le single. D'ailleurs, la phase B du single possédait le titre Come Together, qui n'avait pas encore été édité sur support physique. Michael offre également avec ce morceau un des meilleurs clips vidéo de sa filmographie. Mais vous connaissez l'adage, pour plus de précision, son histoire de clip est disponible juste ici. Pour Dangerous, Michael veut de nouveau marquer le coup avec une grande collaboration. Il avait déjà loupé le coche avec Prince sur l'album Bad, mais pour Dangerous, il veut pouvoir inviter Madonna sur le titre In the Closet. Et le choix du duo paraissait assez logique, car même si Madonna avait l'habitude de jouer de sensualité dans ses morceaux, l'exercice était tout nouveau pour Michael. Il ne se sentira pas à l'aise avec les idées de la chanteuse qu'il juge trop provocatrices. C'est d'ailleurs ce qui fera malheureusement échouer ce projet. Cependant, des bruits de couloir laissent entendre que le duo Madonna-Michael Jackson se prépare, et Michael décide d'enregistrer la chanson avec une Mysterious Girl et cherche à lancer un concours pour les fans qui devaient trouver l'identité de cette femme mystère qui pose sa voix sur la chanson. Le but étant évidemment de ne pas révéler tout de suite que le duo Michael-Madonna ne s'était pas fait. L'idée du concours sera totalement annulée, mais les crédits indiquent toujours le titre Mysterious Girl en duo avec Michael Jackson. Mais le secret ne sera pas gardé bien longtemps et nous apprendrons que c'était la princesse qui était en duo sur cette chanson. Michael tournera également un clip vidéo avec la célèbre mannequin Naomi Campbell qui reprend les parties vocales de The Mysterious Girl, mais si vous voulez plus de précision, vous connaissez l'adage, c'est juste ici. Michael avait déjà utilisé cette recette sur l'album Bad, mais il veut de nouveau donner un aspect rock à l'album. Il signera alors le titre Why You Wanna Trip On Me, qui surfe littéralement sur les riffs de guitare pour y apporter toute son identité. De nouveau, Michael règle ses comptes avec ses détracteurs, positionnant la chanson comme une suite directe au titre Leave Me Alone. Ne voulant pas se positionner comme victime, mais cette fois devenant le persécuteur de ceux qui le jugent et le harcèlent. Mais là où le côté rock va être le plus sublimé sur l'album, c'est bien évidemment avec le titre Give In To Me.
sur lequel Michael partage la scène avec le guitariste Slash des Guns N' Roses. Le début d'une longue collaboration entre les deux artistes qui impose également sa guitare sur le plus grand tube de l'album, Black or White. C'est le morceau qui va d'ailleurs lancer l'album sur un hymne de tolérance. Le morceau se veut être très dynamique et étant directement une réponse à ceux qui jugent le vitiligo de Michael encore tenu secret par le chanteur. Ce n'est que 2 ans plus tard que Michael Jackson fera mention de son vitiligo lors d'une interview à Neverland avec Oprah Winfrey. I have a skin disorder that destroys the pigmentation of the skin. It's something that I cannot help. Et le titre pose un rap qui laissera planer le mystère autour de l'interprète de ce passage. Car Michael Jackson voulait intégrer un rap dans la chanson. Il demandera du coup à son producteur Bill Bottrell de travailler dessus. Celui-ci enregistrera une démo du dit rap que Michael adora tout de suite. Ils chercheront pendant longtemps à savoir quel rappeur pouvait intégrer ce pont, mais Michael était extrêmement attaché à la version que Bill Bottrell avait proposée. Il demandera alors au producteur de garder cette version, mais Bill Bottrell, ne se considérant pas du tout comme un rappeur, ne voulait surtout pas être crédité sur le morceau. C'est pourquoi il demandera à être crédité sous l'acronyme LTB, qui faisait référence à la série des années 50, Leave It to Beaver. Black or White s'impose comme le titre phare de Dangerous. Il cherche à être visuel, mêlant la tolérance avec le transgressif. Et Michael ne veut pas ménager le spectateur au travers du court-métrage qu'il proposera avec John Landis. Et quand je dis avec John Landis, il faut nuancer. En effet, Landis et Michael avaient déjà collaboré pour le clip de Thriller et on connaît l'impact qu'aura eu leur collaboration. Mais pour Black or White, c'est différent. Landis se perd pendant le tournage face à un Michael plus difficile à gérer. De plus, Michael étant peu satisfait du résultat, il retravaille les fresques en proposant plusieurs séquences dans plusieurs endroits du monde, avec le chorégraphe Vincent Patterson. John Landis suivra cette idée, mais va totalement se désolidariser pour la dernière partie du clip. Michael rentrant littéralement dans une provocation qui bousculera le monde entier. Michael Jackson. Mais si vous voulez plus de précision, le HDC sur Black or White est évidemment disponible juste ici. Au-delà de la dureté de l'album, l'engagement humanitaire de Michael Jackson ne sera jamais aussi présent que dans Dangerous. Il offre déjà un hymne à l'espoir avec le titre gospel Keep the Faith. Il fera également un vibrant hommage à son ami Ryan White, décédé du sida, avec sa reprise du morceau Gone Too Soon. Ou encore le titre Will You Be There, où il parle principalement de fraternité et qui servira d'ailleurs de bande originale au film Sauver Willy. Mais c'est avec Heal the World que Michael offre un véritable havre de paix et un appel à la raison pour sauver l'humanité. Il fondera d'ailleurs sa propre association caritative qu'il nommera par le titre de cette chanson, la Heal the World Foundation. Il sera d'ailleurs le premier titre où Michael Jackson se positionne comme producteur exécutif de la chanson. Mais la chanson marquera particulièrement les esprits lors de son interprétation pendant la mi-temps du Super Bowl où tout le public se rendra complice de la prestation avec cette fresque géante que nous proposera Michael. Et évidemment, je ne pouvais pas passer à côté de la chanson éponyme de l'album, Dangerous, qu'il travaillera avec Teddy Riley. Et j'aime beaucoup l'histoire de cette chanson car elle représente totalement le processus créatif de Michael. Car elle part initialement d'une démo écrite en 1985 intitulée Streetwalker. Cette démo sera d'ailleurs finalisée lors des sessions d'enregistrement de l'album Bad et sera envisagée un temps sur l'album, mais ce sera finalement Another Part of Me qui sera retenu. Michael n'était pas encore pleinement satisfait de la chanson Streetwalker et il reprendra sa base pour travailler sur le morceau de Dangerous et proposera une première version.
Puis enfin, elle deviendra la version finale que l'on connaît tous avec le travail de Teddy Riley et qui permet de clôturer l'album sur un morceau efficace en iconisant toujours plus Michael Jackson. Et vous avez vraiment cru que j'allais passer à côté de la prestation scénique de cette chanson qui est sûrement une des chorégraphies les plus emblématiques du chanteur? Dangerous sortira le 26 novembre 1991, seulement un élément aura failli perturber la sortie. Je vous avais parlé plutôt des rancœurs de Jermaine Jackson qui le poussera à commettre l'irréparable. Car ce sera 15 jours avant la sortie de l'album Dangerous qu'il sortira une chanson intitulée Word to the Bad où il n'hésite pas à dénigrer son petit frère. Michael, furieux de l'attaque de son frère qui arrive juste avant la sortie de son album, le vit littéralement comme un affront. Jermaine regrettera vite son geste et essaiera de s'en défendre comme un morceau qui n'aurait jamais dû sortir et qui était en fait une déclaration d'amour à son frère. Le clan Jackson ne verra évidemment pas d'un bon œil le geste de Jermaine et fera en sorte de rabibocher les deux frangins. Heureusement, le titre sera assez vite oublié et n'entachera pas la sortie de Dangerous. Seulement, un autre événement viendra également parasiter la sortie. En effet, quelques jours avant, plus de 30 000 unités de l'album seront volées dans un entrepôt de l'aéroport de Los Angeles. Mais l'album sortira bien 6 jours plus tard et ce sera un succès mondial car plus de 5 millions d'exemplaires seront vendus dès la première semaine. Et c'est l'occasion pour Michael d'offrir une nouvelle tournée, le Dangerous Tour, qu'il met en scène avec Kenny Ortega pour récolter des fonds et se servira des recettes de la tournée pour la Heal the World Foundation. Sur cette tournée, Michael Jackson envisage des shows beaucoup plus visuels, apportant plus de prestations en playback, mais essayant de calquer ce qu'il avait retranscrit dans ses clips vidéo. On commence doucement à glisser vers ce que sera plus tard le History Tour en gardant l'âme du Bad Tour, sa tournée précédente censée initialement être la dernière, car on le sait, Michael n'aimait pas partir en tournée. I love to tour. You guys must. Il fera près de 69 concerts sans passer par les États-Unis qui découvriront le show sur la chaîne HBO. L'album Dangerous sera nommé dans plusieurs catégories, mais c'est lors de la cérémonie des Grammy Awards de 93 qu'il recevra un Legend Award remis par sa sœur Janet. And how much I love you, I do. Une chose est sûre, que ce soit en bien ou en mal, l'album Dangerous est celui qui aura le plus fasciné. Que ce soit par l'aspect esthétique, mais également par la prise de risque sur le renouvellement musical. Une réelle volonté d'accentuer son excentricité et sa volonté de prouver au monde qu'il est le seul maître à bord de son œuvre. Sa pochette énigmatique ne manquera pas évidemment de faire parler, là où Michael réussira son pari de donner un côté énigmatique qui creusait un peu plus son iconisation. Et il faut le dire, Dangerous reste un des plus grands albums de l'histoire de toute la musique, car il continue à fasciner aujourd'hui, ayant déjà dépassé les 32 millions d'exemplaires vendus. Et c'est sur ces belles paroles que nous clôturons la vidéo de Dangerous. Merci encore de l'avoir suivi jusqu'au bout, c'était un plaisir de la faire. J'ai extrêmement hâte de lire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo, mais surtout ce que vous pensez de l'album Dangerous. N'oubliez pas, pour soutenir la chaîne, likez et partagez, c'est ce qui aidera le plus à diffuser le contenu. Et si vous voulez, vous pouvez également devenir membre et avoir accès à du contenu en avant-première. Sur ces bonnes paroles, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, moi je vous laisse. Ciao les amis.